en alla jusqu'à dire qu'elle avait eu une liaison avec 2 de ses beaux-frères. L'un d'eux, Ferdinand de Bulgarie, frère de son mari. L'autre, rien de moins que Rodolphe, héritier du trône austro-hongrois et époux de sa sœur Stéphanie. Mais, bien sûr, ce n'était l'autre-là que les murmures des mauvaises langues dans les couloirs de la royauté. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que la vie de cette princesse fut loin d'être un conte de fées. Depuis sa naissance, entourée par la richesse, palais royal de Belgique, elle était la fille du redouté et implacable roi Léopold II. Jusqu'à sa fin tragique, son parcours ressemblait davantage au scénario d'un mélodrame. Et pas n'importe lequel, un de ceux remplis de trahisons, de scandales, de fuites et de rebondissements. Tout au long de sa vie, elle s'engagea dans des liaisons interdites, abandonna son mari pour un amant, affronta la dérision de l'aristocratie et alla même jusqu'à s'échapper d'un asile. Et le plus surprenant n'est pas la fuite, mais bien la manière dont elle se retrouva dans ce sombre endroit. La vie de Louise-Marie de Belgique fut tout sauf monotone. Et, si vous voulez découvrir les détails et savoir comment cette histoire s'achève, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Ah, et profitez-en déjà pour vous abonner à cette chaîne et laisser votre commentaire à propos de cette princesse qui scandalisa l'Europe. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vie scandaleuse de Louise-Marie de Belgique. La naissance de Louise-Marie Amélie de Belgique fut autant attendue que décevante. Petite fille du roi Léopold Ier et première fille du futur Léopold II, avec Marie-Henriette, Louise vint au monde le 18 février 1880-1858 au Palais Royal de Bruxelles. Sa naissance aurait dû être un événement de célébration, un jalon pour la dynastie belge encore en voie de consolidation. Mais, lorsque l'enfant fut placé dans les bras de sa mère, il n'y eut aucun sourire de bonheur. C'était une fille, et la monarchie n'avait pas besoin d'une princesse. On attendait un héritier, un successeur, quelqu'un qui garantirait la continuité de la lignée sans arrangement compliqué à l'avenir. Mais, au lieu de cela, naquit Louise. L'histoire de ses parents était déjà le présage que son enfance ne serait pas couverte d'affection. Le mariage de Léopold II et de Marie-Henriette n'était rien d'autre qu'un accord politique, un jeu d'intérêts conçu par Léopold Ier et par les Habsbourg. Aucun des deux ne désirait cette union. Léopold II vivait obsédé par les affaires politiques et économiques de la Belgique ainsi que par ses maîtresses, tandis que Marie-Henriette, archiduchesse autrichienne dévote, préférait les chevaux et la musique à tout sujet d'État. Ils étaient aussi différents qu'infortunés. Et la naissance de la fille n'apporta aucun rapprochement. Au contraire, le désir que ce bébé fût un garçon ne visait pas seulement à assurer la continuité de la dynastie, mais aussi à éviter aux parents de devoir continuer à partager le lit. Malgré tout, Louise-Marie reçut tous les honneurs que l'on attendait d'une princesse. Son baptême, célébré le 28 mars 1858, eut pour parrain et marraine des personnalités illustres, l'archiduc Jean, son grand-oncle, et la reine exilée Marie-Amélie, veuve de Louis-Philippe Ier de France. Dès son plus jeune âge, Louise fut observée et jugée par la royauté. Son propre père, Léopold II, fit consigner ses premières impressions au sujet de sa fille. Elle est très sage, son visage est déjà blanc et rosé comme celui de sa mère. Le roi Léopold Ier la trouve très jolie. J'espère qu'elle le deviendra un jour, mais pour l'instant, je n'ai remarqué qu'une chose. Elle a de grands yeux sombres et, hélas, un énorme nez, à tous égards digne du mien. Louise ne fut pas l'unique enfant du couple. Un an plus tard, le 12 juin 1859, naquit l'héritier tant attendu, Léopold. Désormais, oui, la monarchie belge pouvait respirer soulagée. La naissance du garçon apporta fierté à la famille royale et Louise devint seulement la fille aînée, la princesse sans rôle particulier, à l'ombre de son frère. Plus tard, le 21 mai 1864, naquit sa sœur Stéphanie, qui connaîtrait elle aussi un destin aussi tourmenté que le sien, en devenant l'épouse de l'héritier de l'Empire austro-hongrois, Rodolphe, dans un mariage qui finirait en tragédie et constituerait l'un des plus grands scandales
de la royauté européenne. L'enfance de Louise fut donc entourée d'un climat froid et distant. Elle grandit entre des parents qui se supportaient à peine et un frère qui monopolisait toute l'attention. Malgré la rigidité de la cour, il y avait des instants de légèreté. Louise se rapprocha de quelques-unes de ses cousines, formant un petit cercle d'amitié au sein de l'aristocratie européenne. Parmi elles se distinguait Marie-Christine d'Autriche, qui deviendrait plus tard reine d'Espagne, et Béatrice de Grande-Bretagne, fille de la puissante reine Victoria. Les jeunes filles passaient des heures ensemble dans les jardins du palais de Laeken, partageant secrets enfantins et jeux. Lorsqu'elles étaient séparées, Louise échangeait de petites lettres avec ses cousines. Mais, si dans ses relations sociales, elle trouvait un refuge, son éducation, elle, fut marquée par une rigueur sévère et un programme d'études limité. Dès l'âge de 6 ans, elle reçut un enseignement à domicile dispensé par des professeurs choisis, avec des cours de français, d'anglais, d'allemand et d'italien. Les mathématiques n'étaient enseignées que de manière superficielle, tandis que des disciplines comme l'histoire, la religion et la musique occupaient une place plus centrale. Cependant, l'accent principal était mis sur les arts récréatifs, tels que la peinture, le dessin, la musique et la broderie, jugés plus appropriés pour une princesse. La discipline imposée par sa mère, la reine Marie-Henriette, était implacable. Ayant grandi sous la rigueur du style anglais, Louise et ses sœurs furent élevées dans l'austérité et la privation, dans un environnement froid et peu affectueux. Louise elle-même écrirait plus tard à propos de cette période. « Nos chambres ressemblaient davantage à des cellules de couvent qu'à des appartements princiers. La reine m'apprit dès mon plus jeune âge à pouvoir vivre sans domestique. » Avec son père, Léopold II, la relation fut encore plus distante. Il ne cacha jamais son désintérêt pour ses filles, accordant une attention infime à tout ce qui n'impliquait pas l'avenir politique et économique de la Belgique. Louise se souviendrait du roi comme d'une figure silencieuse et intimidante, dont les démonstrations d'affection étaient rarissimes. Et c'est dans cet environnement de répression et d'attente déçue que Louise-Marie grandit. Peut-être fut-ce précisément ce manque de tendresse, cette éducation dure et remplie de règles, qui éveilla en elle un esprit rebelle, audacieux et insoumis, qui des années plus tard la pousserait à rompre avec toutes les traditions de la cour et à scandaliser la noblesse européenne. Ses parents, qui tentaient de la modeler pour être une princesse exemplaire, ignoraient qu'ils étaient en train de forger une femme qui refuserait de vivre prisonnière des règles de la monarchie. Au printemps de 1868, la vie de la famille royale belge fut frappée par une tragédie qui bouleversa à jamais la jeune Louise. Son frère Léopold, âgé de presque 9 ans, attrapa un grave refroidissement après être tombé dans le lac du parc du Palais. Ce qui paraissait une maladie passagère se révéla bientôt être quelque chose de bien plus sérieux. Une péricardite aiguë, une inflammation grave du cœur. Au début, il y eut de l'espoir. Durant l'été, Léopold montra des signes de rétablissement, mais sa toux persistante inquiétait les médecins. Dans une tentative d'alléger ses symptômes, il fut soumis à une intervention chirurgicale. Pendant ce temps, Marie-Henriette se réfugia dans une station thermale pour se reposer, incapable de supporter l'angoisse de la maladie de son fils. Léopold II, occupé par les affaires d'État, demeura à Laeken auprès de ses filles. Cependant, le destin fut cruel. En août, le petit Léopold, désormais atteint d'hydropisie, vit sa condition s'aggraver rapidement et la reine, accablée, ne quitta plus son chevet. En septembre, le jeune prince reçut les derniers sacrements et sembla se rétablir un bref instant. Mais cette amélioration ne fut qu'illusoire. L'inévitable arriva. Le 22 janvier 1869, le petit Léopold mourut. Pour Louise, ce fut la première grande rupture de sa vie. La mort de son frère, son compagnon d'enfance et futur roi de Belgique, l'ébranla profondément. La douleur de la perte se répandit dans toute la famille. Avec la mort de l'héritier, le trône belge passa à Philippe, comte de Flandre, oncle paternel de Louise et frère de Léopold II, qui se trouva désormais désespéré
de donner naissance à un héritier légitime. Il ne voulait pas que la dynastie revînt à son frère et à sa descendance, au point de reprendre sa vie intime avec Marie-Henriette, dans l'espoir d'avoir un nouveau fils. Cependant, une fausse couche, en mars de 1871, brisa ses attentes. Enfin, le 30 juillet 1872, un nouvel enfant naquit. Autre déception. Ce n'était pas le fils tant désiré, mais une autre fille, Clémentine, la dernière enfant du couple royal. Louise, désormais sans frère et entourée d'un climat de deuil, de froideur et de désespoir, se sentit de plus en plus isolée au sein même du palais. La relation entre ses parents, déjà distante et dysfonctionnelle, ne fit que se détériorer. De plus, chacun accusait l'autre de la mort du fils. La tragédie de la perte de Léopold ne détruisit pas seulement les rêves de la monarchie, elle marqua aussi un tournant dans la vie de Louise, qui commença à voir la cour comme un environnement oppressif, incapable d'offrir le moindre réconfort ou affection. La jeune princesse commençait à comprendre que, dans cette famille, amour et bonheur étaient navrés des biens rares, et qu'un jour, lorsqu'elle en aurait l'occasion, elle ferait tout pour échapper à cette prison dorée. À 14 ans, elle éveillait déjà l'intérêt de princes européens. Outre son apparence agréable, son père, Léopold II, était connu comme un monarque riche, ce qui faisait d'elle un parti convoité. Un temps, on craignit qu'elle ne fût promise au prince impérial de France, fils de Napoléon III. Mais la chute de l'Empire français écartait cette possibilité. Deux candidats se présentèrent, le prince Frédéric de Hohenzollern et le prince Philippe de Saxe-Cobourg, cousin au premier degré de son père. Philippe était le favori grâce à sa fortune, ses connexions familiales et le soutien de la reine Marie-Henriette, qui voyait en lui un lien avec la Hongrie. Louise n'eut aucune participation dans son mariage arrangé avec Philippe, de 14 ans son aîné. On se contenta de l'en informer. Malgré cela, elle accepta sans résistance, ressentant une certaine familiarité avec lui grâce à des visites antérieures. Les fiançailles furent annoncées le 25 mars 1874, mais le mariage n'eut lieu que le 4 février 1874-75 au Palais Royal de Bruxelles. Avant la cérémonie, il y eut d'intenses négociations financières, car Léopold II voulait réduire au minimum la dot de sa fille. Louise entra dans ce mariage avec l'ingénuité d'une jeune fille élevée sous de rigides principes moraux et sans aucune idée de ce qui l'attendait dans la vie conjugale. Mais, dès la nuit de noces, son illusion se brisa brutalement. Après un grand bal donné en son honneur, Louise et Philippe se rendirent au château de Laeken, où ce qui devait être une célébration de l'amour se transforma en fiasco traumatisant. Des années plus tard, elle décrivit cette expérience avec amertume. « Je suis tombée du ciel, sur un lit de pierre couvert d'épines. » La douleur et le choc furent aussi intenses qu'au matin, elle s'enfuit dans le parc du château et se cacha dans l'orangerie. Une sentinelle l'aperçut et courut alerter la cour. La reine Marie-Henriette apparut aussitôt, tentant de réconforter sa fille tout en lui rappelant ses devoirs d'épouse. Le couple partit ensuite en voyage de noces avant de rejoindre sa résidence officielle à Vienne, le palais de Cobourg. Durant ce voyage, le comportement de Philippe commença à se révéler. Chaque soir, lors des obligations mondaines, il l'enivrait de vin fort avant de la soumettre à des lectures érotiques. La jeune princesse, qui était entrée dans ce mariage avec des espérances naïves, découvrit bien vite qu'elle était prisonnière d'un mari insensible et vulgaire. Ainsi, l'histoire de Louise-Marie de Belgique, qui portait déjà les traumatismes et déceptions de son enfance, s'ouvrait sur un chapitre encore plus sombre, un mariage qui deviendrait un véritable cauchemar. Le 15 mars 1875, elle arriva dans sa nouvelle résidence et dès le premier instant, ressentit un profond déplaisir. Sa nouvelle demeure, loin d'être un château de contes de fées, ressemblait davantage à un musée lugubre, où tout était décidé par son mari, Philippe, et par sa belle-mère. Clémentine d'Orléans, une femme de forte personnalité et mère possessive, qui imposait sa volonté sans ménagement. Louise, âgée de seulement 17 ans, ne s'adapta pas à cette nouvelle vie. Le mariage, qui avait déjà commencé sans amour, se transforma rapidement
en un champ de bataille constante. Philippe considérait son épouse comme sa propriété et, sans comprendre sa résistance, tentait de la modeler à son goût. Il la contraignait à lire des livres érotiques et exhiber sa collection d'art sensuel rapportés du Japon, espérant l'éveiller à une sexualité qu'elle rejetait. Mais elle n'était pas une femme soumise. Ne trouvant aucun refuge dans son foyer, elle se jeta dans la vie mondaine de Vienne. Elle dépensait des fortunes, fréquentait les salons de l'aristocratie et, grâce à sa beauté et à son charisme, attirait des admirateurs et choquait la société par son attitude provocatrice. Dotée d'un regard observateur et d'un talent inné pour la satire, elle ridiculisait ses amis nobles, se créant des inimitiés et répandant sa réputation de femme extravagante. Même séparés émotionnellement, Louise et Philippe eurent 2 enfants. Léopold Clément, né le 19 juillet 1878, et Dorothée, née en avril 1881. Mais même les enfants ne purent unir le couple, qui continuait à se quereller fréquemment. Avec le temps, Louise se détourna de ses devoirs maternels et les enfants furent élevés séparément par des précepteurs et des gouvernantes. Alors que sa vie conjugale devenait chaque jour plus misérable, elle se lia d'amitié avec l'archiduc héritier Rodolphe d'Autriche, fils de l'empereur François-Joseph et de l'iconique impératrice Sissi. Tous deux avaient le même âge, partageaient un esprit insoumis et devinrent des amis proches. Ce fut Louise qui encouragea Rodolphe à épouser sa sœur cadette, Stéphanie, union qui fut scellée le 10 mai 1881. Mais leur mère, Marie-Henriette, ne voyait pas cette amitié d'un bon œil. Avant le mariage de sa fille Stéphanie, elle avertit « Évite Louise, et si tu la vois, dispute-toi avec elle. Donne-lui un bon exemple. Louise n'est pas sincère. Il ne lui coûte rien de mentir ou de jouer un rôle. Elle est très frivole. » Le mariage de Stéphanie se révéla encore plus malheureux que celui de Louise. Pendant ce temps, Louise continuait à défier les normes et à vivre à sa manière. Mais cette audace aurait des conséquences irréversibles et les années suivantes de sa vie seraient marquées par de nouveaux scandales. Prisonnière d'un mariage sans amour, elle mit en pratique les enseignements érotiques de son mari, mais avec d'autres hommes. En 1883, elle entama une liaison avec un baron qui était tête de camp de son mari. Le scandale parvint à la reine Marie-Henriette qui tenta de les séparer, sans succès. La liaison ne prit fin que lorsque le baron mourut, mais bientôt un autre prit sa place, le jeune baron Nicolas Dory. Il devint inséparable de la vie des Cobourg, accompagnant le couple dans leur voyage à travers l'Europe. Philippe comprit trop tard qu'il l'avait perdu et demanda l'aide de la reine pour séparer son épouse de l'amant. Mais cette romance ne s'acheva qu'en 1893, lorsque Nicolas Dory épousa une autre femme, laissant Louise complètement anéantie. Peut-être à cause de cette déception amoureuse, en 1894, Louise tenta de se rapprocher de Philippe et s'éloigna des scandales en entreprenant un voyage en Égypte. D'abord ennuyée, elle finit par tomber sous le charme du pays, mais la crise conjugale était irréversible. À la fin de l'année, elle chercha du réconfort auprès de ses enfants, donnant l'impression d'une certaine stabilité, mais ce n'était qu'une trêve. De plus grands scandales étaient encore à venir, car allait apparaître celui qui ferait chavirer définitivement le cœur de Louise. En mai 1895, lors d'une promenade à Vienne, elle fit la rencontre du comte croate Geza Matačić, un officier de 9 ans plus jeune qu'elle, qui allait devenir le grand amour de sa vie et son destin final. Dès leur première rencontre, Louise fut charmée par lui et se mit à fréquenter chaque jour le même lieu où ils s'étaient rencontrés dans l'espoir de le revoir. Elle se rendit aussi régulièrement à l'opéra, où elle espérait le croiser à nouveau. L'année suivante, lui, désormais promu premier lieutenant du régiment impérial, partit pour la Riviera autrichienne et y apprit que Louise s'y trouvait également. Présentée à elle lors d'un bal, la passion éclata aussitôt. Éprise et déterminée, Louise lui confia la gestion de ses écuries et lui demanda de lui donner des cours d'équitation, afin de le garder constamment auprès d'elle. Au printemps de 1896, Geza n'était plus seulement son amant, mais aussi son administrateur financier.
L'affaire devint rapidement notoire à la cour, et l'empereur François-Joseph décida d'intervenir. Il convoqua Louise et l'avertit sévèrement, lui rappelant qu'elle était encore mariée et qu'elle devait s'éloigner de ce comte. Il lui conseilla de voyager et interdit sa présence au prochain bal de la cour. Ce fut la sentence définitive. Louise était bannie de l'aristocratie. À partir de ce moment-là, comme le raconta le comte Géza dans ses mémoires, elle n'était plus qu'une femme déchue, sans soutien. En janvier 1897, Louise-Marie de Belgique provoqua un immense scandale à Vienne en abandonnant son mari, le prince Philippe de Saxe-Cobourg-Kohari, pour s'enfuir avec le comte Géza Matačić. Elle emmena avec elle sa fille Dorothée et mena dès lors une vie errante, d'abord à Paris et à Cannes, puis en voyageant vers diverses destinations dans le sud de la France et d'autres régions d'Europe. Cependant, cette décision eut un coût personnel élevé. Son fils, Léopold Clément de Belgique, avec qui elle n'entretenait déjà plus de bonnes relations, s'éloigna d'elle. Il croyait que les attitudes de sa mère avaient ruiné ses chances d'héritage et par conséquent son avenir au sein de l'aristocratie européenne. Le scandale de la fuite de Louise se répandit dans toute l'Europe. En réponse, Marie-Henriette, sa mère, et son père, le roi Léopold II, rompirent complètement avec elle et interdirent à sa sœur Stéphanie de la voir. La princesse n'était plus la bienvenue en Belgique. Le point culminant de ce scandale eut lieu le 18 février 1898, lorsque son mari Philippe défia son amant en duel dans une tentative désespérée de laver son honneur. L'affrontement fut violent mais sans conclusion. Après 2 tirs manqués, les adversaires passèrent au duel au sabre, au cours duquel Philippe reçut une légère blessure à la main. À la suite de ce duel, le comte Géza s'enfuit à Nice pour retrouver Louise, tandis que Philippe, complètement humilié et furieux, tenta de détruire la réputation de son épouse. Il commença par séparer sa fille de Dorothée de sa mère, l'envoyant dans une autre ville. Mais à son grand désespoir, les créanciers frappaient sans cesse à sa porte, réclamant les immenses dettes de Louise, dettes qu'il devait assumer en tant qu'époux. Cependant, la tâche était impossible. Elle avait dépensé des fortunes dans sa vie luxueuse et pour son amant. Philippe supplia son beau-père, le roi Léopold II, de l'aider, mais le monarque refusa de payer le moindre centime. Finalement, ce fut François-Joseph qui prit en charge les dettes, mais ce geste détruisit sa relation avec le roi belge. L'étau se resserrait autour de Louise. Quelques semaines après le duel, Philippe et l'empereur François-Joseph décidèrent de l'éloigner définitivement du comte Géza. Ils prétendirent qu'elle était folle et la menacèrent de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Louise reçut 2 options, retourner au palais de Cobourg avec son mari ou être internée. Elle choisit la seconde et fut envoyée dans un asile près de Vienne où elle fut tenue à l'écart des autres patients. Alors que Louise était maintenue isolée, Géza Matačić fut arrêté, accusé d'avoir falsifié des documents financiers portant les noms de Louise et de sa sœur Stéphanie. Que cette accusation fût fausse, inventée uniquement pour lui nuire, ou non, le fait est qu'en janvier 1899, il fut condamné et envoyé dans une prison militaire. La princesse Louise fut déclarée folle et internée dans un asile d'aliénés. À partir de ce moment, Louise devint une prisonnière invisible. En novembre 1898, elle fut transférée dans un sanatorium où les conditions étaient moins sévères. Mais sa situation restait précaire. Sans soutien de sa famille, elle passa des années oubliées dans des institutions psychiatriques. Mais la presse ne s'arrêtait pas. L'affaire Louise faisait les gros titres et, au grand désespoir de Philippe, les articles autrichiens commençaient à prendre son parti. La pression augmentait et il craignait que sa position dans l'Empire ne devienne intenable. Se voyant acculé, il prit une décision radicale. Pour préserver sa réputation, il fallait éloigner Louise. Il l'envoya donc loin, au-delà des frontières de l'Empire. Le 17 juin 1899, elle fut transférée dans un nouveau sanatorium en Saxe, le Lindenhof, à Coswig,
où elle disposa au moins d'une villa particulière et vécut avec une dame de compagnie et une camériste. Mais ses enfants ne la visitèrent jamais et sa famille l'abandonna complètement. Alors que Louise dépérissait au sanatorium, le comte Géza ne renonça pas à elle. Mais, en prison, il fit la connaissance de Maria Steger, une jeune femme mariée qui, en lisant dans la presse le récit du scandale, fut séduite par le comte et décida de travailler comme employée de la prison uniquement pour être proche de lui. Et lorsqu'elle le rencontra personnellement derrière les barreaux, sa passion ne fit que croître. Maria devint la maîtresse de Géza et, avec l'aide d'avocats, lança une campagne pour obtenir sa libération. Après 2 années d'efforts, le 27 août 1902, il fut gracié et relâché. Déterminé à sauver Louise, le comte Géza, qui avait été interviewé par un journaliste français, sollicita son aide et lui proposa un marché. Il céderait les droits exclusifs de son histoire si ce dernier l'aidait financièrement à enlever Louise du sanatorium. Géza révéla aux journalistes son audacieux projet de la libérer, et ils commencèrent à préparer la fuite. D'abord, le comte Géza publia ses mémoires intitulées « Folle par raison d'État », où il raconte l'enfance malheureuse de la princesse, son mariage forcé et la persécution subie à la cour de Vienne. Il dépeint Louise comme une victime des intrigues de l'aristocratie, injustement emprisonnée pour avoir défié les normes de la monarchie. Le livre, traduit en français, eut peu d'impact en Europe et fut immédiatement interdit dans l'Empire austro-hongrois. Le 31 août 1904, le comte mit son plan à exécution. Lors d'un traitement en Saxe où la surveillance était moins stricte, il aida Louise à s'évader. Louise regretta profondément de devoir laisser son petit chien, sa fidèle compagnie durant son internement. Mais elle ne fut pas la seule à éprouver du chagrin. Bien sûr, elle fut très heureuse de voir son bien-aimé venir courageusement la sauver. Mais ce fut un moment doux amer. Ce n'était pas comme dans les contes de fées, car au lieu que Géza vienne sur un cheval blanc délivrer l'élu de son cœur, il était accompagné de sa maîtresse, rencontrée en prison, qui désormais l'accompagnait partout. Louise n'eut pas le temps de demander des explications, et tous trois s'enfuirent en France, où ils logèrent au Westminster Hotel à Paris. Le scandale fut immédiat. La famille royale belge réagit avec indignation, et la tante de Louise, la comtesse de Flandre, écrivit à sa fille Henriette pour décrire l'épisode comme quelque chose d'incroyable, ajoutant que Louise n'avait aucune idée de son propre avenir. Henriette répondit avec sarcasme « La fuite de Louise de Cobourg est une tragicomédie lugubre. Cette femme de 46 ans, fanée et folle, enlevée dans une voiture payée par un journaliste français. » Ce qui suivit fut qu'en 1905, les autorités judiciaires françaises déclarèrent Louise mentalement saine, démolissant ainsi le récit de Philippe et de la cour autrichienne. Par conséquent, son mari proposa un divorce à l'amiable, lui offrant une pension mensuelle de 7000 couronnes austro-hongroises. La procédure fut conclue le 15 janvier 1906, mettant fin officiellement au mariage. À présent, Louise était divorcée et libre de son mari, mais cette liberté eut des conséquences. Habituée à une vie luxueuse, elle s'endetta rapidement. Pour maintenir son style de vie extravagant, elle erra à travers l'Europe, fuyant ses créanciers, toujours accompagnée de Géza et également de sa maîtresse. Géza poursuivait sa relation avec Maria Steger, mais, avec le temps, leur liaison commença à se détériorer, et la jeune femme cessa de vivre avec eux en 1907. Rapidement, il entama une nouvelle romance, cette fois avec la dame de compagnie de Louise, Anna Wangebauer. Comme on pouvait s'y attendre, les tensions entre Géza et Louise augmentèrent. Mais ce n'était pas le seul problème. La crise financière s'aggrava dramatiquement. En novembre 1907, Louise découvrit que ses bijoux, hérités de sa mère, Marie-Henriette, décédée en 1902, étaient mis aux enchères pour payer ses dettes. Peu après, elle apprit que même ses vêtements avaient été vendus à Vienne. Lorsque le roi Léopold II mourut en décembre 1909, Louise de Belgique retourna dans sa terre natale, mais pas pour être accueillie par sa famille
ou honorée en tant que fille du monarque. Non, elle fut obligée de rester en marge, exclue même du deuil officiel. Ces années de scandale et d'exil avaient déjà entaché sa réputation. Mais le véritable coup vint lorsque Louise et ses sœurs découvrirent le contenu du testament de Léopold II. Le roi, connu autant pour sa froideur politique que pour sa cruauté au Congo, ne laissa pas sa fortune à ses filles. Une grande partie de l'immense héritage de la monarchie belge, bâtie sur le sang de millions d'Africains exploités, fut remise aux mains les plus improbables, la maîtresse du roi, Caroline Lacroix, une jeune prostituée française qui l'avait élevée au rang de baronne de Vaughan. Léopold II, le même homme qui avait déshérité Louise pour ses choix amoureux, légua sa fortune à sa maîtresse. Et ce n'était pas tout. Il cacha également une grande partie de sa richesse dans des sociétés fictives en France et en Allemagne, empêchant ses propres filles d'avoir accès à ce qui leur revenait de droit. Que ce soit par vengeance ou par égoïsme, nous ne le saurons jamais. Mais Louise, déjà humiliée et abandonnée, n'accepta pas ce destin sans se battre. Tandis que Stéphanie et Clémentine acceptèrent chacune une proposition de 2 millions de francs, Louise refusa d'être achetée. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de justice, de réclamer ce qui lui appartenait de droit. En décembre 1910, elle intenta une première action contre l'État belge et contre ses propres sœurs. Mais ce n'était que le début. En avril 1911, elle ouvrit un second procès, cette fois visant directement les sociétés secrètes créées par Léopold II en France. Celles qu'il utilisait pour dissimuler sa fortune. La fille rejetée, la princesse rebelle, affrontait désormais seule un empire. Mais elle n'était pas complètement seule. Sa sœur Stéphanie, également méprisée par le père, décida de se joindre à la bataille. Les deux recherchèrent un soutien judiciaire et bénéficièrent de la défense d'avocats influents en Belgique. Cependant, le gouvernement n'était pas prêt à céder. En avril 1913, le tribunal d'appel de Bruxelles rejeta les revendications des princesses. Une fois de plus, Louise perdit. Mais elle ne renonça pas. Le 22 janvier 1914, un accord fut finalement conclu entre Louise, l'État belge et ses créanciers. Elle reçut un peu plus de 5 millions de francs de la fortune de son père, une somme supérieure à celle initialement proposée. Était-ce une victoire? Peut-être. 5 millions de francs, c'est plus que les 2 millions que l'État avait offerts auparavant. Mais c'était une somme dérisoire comparée à ce qui revenait au fil de l'homme passé à l'histoire comme le boucher du Congo. Léopold II fut impitoyable envers sa propre famille. Avant de mourir, il s'assura que sa fortune soit léguée à une seule personne, sa maîtresse Blanche de Lacroix, la baronne de Vaughan. Mais qui était cette femme? À qui Léopold II destina sa fortune tachée de sang? L'histoire de Blanche de Lacroix commença à Paris, où elle était connue sous le nom de Caroline Lacroix. Lorsqu'elle rencontra Léopold II, elle n'avait que 16 ans, tandis que le roi dépassait déjà 65 ans. Carolina exerçait la prostitution dans la capitale française et le monarque, complètement obsédé par elle, en fit sa maîtresse officielle. Mais il ne suffisait pas de la maintenir. Léopold II lui accorda un titre de noblesse, la transformant en baronne de Vaughan. Pour garder la liaison discrète aux yeux de la cour, Léopold II construisit un passage secret entre ses appartements et ceux de Blanche, lui permettant de la visiter sans attirer l'attention. Mais en réalité, le scandale était de notoriété publique, et Blanche fut bientôt surnommée « Reine du Congo » à cause des immenses fortunes qu'elle recevait du roi. Que fit-elle de cet argent? Elle le gaspilla en fêtes, vêtements somptueux et une vie de débauche. Dans les derniers jours de la vie de Léopold II, le monarque tenta de légitimer sa maîtresse de façon définitive. 5 jours avant de mourir, il se maria avec elle, mais la cérémonie n'eut aucune validité selon les lois de la Belgique, car il n'y eut aucun enregistrement civil, condition essentielle pour que le mariage soit officiellement reconnu. La conséquence fut dévastatrice pour Blanche. La justice belge annula le mariage et les 3 filles de Léopold II tentèrent de récupérer une partie de la richesse laissée par leur père. Cependant, Blanche agit rapidement. Avec l'aide d'Antoine Durier,
Son véritable amant et ancien proxénète, elle vola des documents essentiels pour garantir sa fortune et réussit à la cacher aux membres de la famille royale. 7 mois après la mort de Léopold II, Blanche épousa Durier, son proxénète, avec lequel elle avait maintenu un contact et une liaison pendant tout le temps, maîtresse de Léopold II. Mais le mariage ne dura pas longtemps. Les deux divorcèrent peu de temps après, et Blanche dut payer une somme considérable à Antoine afin de garantir la garde de leurs 2 enfants et le reste de la fortune. Ainsi, tandis que les filles de Léopold II ne reçurent presque rien de l'héritage de leur père, une prostituée de Paris et son proxénète furent ceux qui eurent réellement le plaisir de dépenser une grande partie de cet argent taché de sang lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914. Louise et Géza vivaient au Parc Hôtel à Vienne. La guerre, cependant, porta un nouveau coup cruel au destin de Louise. En tant que fille de Léopold II et appartenant à une famille liée à plusieurs maisons royales européennes, elle devint immédiatement persona non grata dans l'Empire austro-hongrois. Les autorités l'expulsèrent du territoire impérial et Louise tenta de revenir en Belgique, mais les événements de la guerre l'empêchèrent de poursuivre son voyage au-delà de Munich. Là, elle et Géza passèrent 2 ans à essayer de survivre au milieu du chaos européen. La tragédie s'aggrava en avril 1916, lorsque son fils Léopold, qui avait rompu les liens avec sa mère, mourut de façon brutale et scandaleuse. Cet événement ébranla encore plus la réputation de Louise. Quelques mois plus tard, son bien-aimé Géza fut arrêté sur ordre du gouvernement autrichien, accusé de conspirer contre l'Empire en raison de son origine croate. Il fut envoyé dans un camp de prisonniers près de Budapest, et Louise, désormais seule, retomba dans la misère. Sans argent et sans soutien, elle fut forcée de vendre ce qu'il restait de ses bijoux pour survivre. Elle dut quitter le Parc Hôtel et s'installer dans un hôtel beaucoup plus modeste. Au début de 1917, ses dettes atteignaient déjà 30 millions de marks. L'ancienne princesse de Belgique se mit à vivre dans une pension humble, dépendant de la charité occasionnelle de sa fille Dorothée et de sa sœur Stéphanie. Après la fin de la guerre et la libération de la Belgique, Louise vit ses maigres biens confisqués par le gouvernement belge. Sans option et sans aucun soutien de la famille royale, elle décida d'écrire ses mémoires afin d'obtenir de l'argent. Le livre « Autour des trônes que j'ai vu tomber » fut publié en 1921 à Paris. La même année, son ex-mari Philippe mourut à Cobourg, mais Louise fut complètement exclue de son héritage. Depuis 1920, elle tentait de revenir en Belgique, mais sa présence dans le pays était jugée inacceptable. Le gouvernement belge craignait des révoltes populaires si Louise revenait, car son lien avec l'Empire austro-hongrois blessait encore l'orgueil national. Louise et le comte Géza, malgré tout, restèrent ensemble jusqu'à la fin de sa vie. Le couple vivait dans un hôtel modeste à Paris, loin des temps de luxe et de scandale, lorsque celui-ci décéda le 1er octobre 1923, victime d'urémie aggravée par des problèmes cardiaques. À présent, Louise était complètement seule. Sans argent et rejetée par la famille royale, le consul général belge lui suggéra de s'établir à Wiesbaden, en Allemagne, avec le soutien de la reine consort de Belgique, Élisabeth de Bavière, qui souhaitait l'aider. Elle déménagea à l'hôtel Nassau, où elle vécut ses derniers mois dans la solitude, accompagnée seulement d'une dame de compagnie et d'une femme de chambre. Ses problèmes de santé s'aggravèrent rapidement et, en février 1924, elle souffrit de graves troubles circulatoires. Le 1er mars 1924, un de ses rares amis remarqua qu'elle était au bord de la mort. Il courut chercher un prêtre, mais à son retour, Louise était déjà décédée. 3 jours plus tard, elle fut enterrée au cimetière sud de Wiesbaden, sans pompe, lors d'une cérémonie discrète. Aucun membre de la famille royale n'assista aux funérailles. La cour belge décréta un deuil d'1 mois, mais la vérité était que Louise avait déjà été oubliée de tous. Ainsi se terminait l'histoire de la princesse qui osa défier son destin, qui abandonna la royauté par amour et pour la liberté,
mais paya le prix de la solitude et de l'oubli. Sa tombe, loin de la Belgique, porte une inscription simple. Ici repose, en Dieu, Louise, princesse de Belgique. Un souvenir silencieux d'une vie qui fut tout sauf ordinaire.